tous, merci de nous être fidèles. Découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat le chef du gouvernement et le ministre de la Santé. Au cours de cette audience, Sa Majesté le roi a pris connaissance des premières actions envisagées par le gouvernement concernant le secteur de la santé. Les détails dès le début de ce journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé hier un discours à la nation à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte. Le souverain a réitéré l'attachement du Maroc à défendre son intégrité territoriale. Sa Majesté a également souligné la disposition du royaume au dialogue direct avec l'Algérie. La vague de froid qui sévit dans les zones montagneuses continue de susciter un élan national de solidarité. Dans la province d'Iflène, le dispositif anti-froid prend ses quartiers dans les écoles, permettant à nos petits écoliers de suivre les cours dans les meilleures conditions. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat le chef du gouvernement et le ministre de la Santé. Un communiqué du cabinet royal précise qu'au cours de cette audience, Sa Majesté le roi a pris connaissance des premières actions envisagées par le gouvernement en exécution des hautes orientations royales contenues dans les discours du trône et d'ouverture du Parlement relatives au secteur de la santé. Souhaid Anached. Il s'agit en particulier du redressement des anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale RAMED et de la refonte en profondeur du système national de santé. En dépit de la croissance constante de ses bénéficiaires, le programme RAMED, généralisé en 2012, est confronté à plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui limitent son efficacité et sa capacité à répondre aux besoins des catégories ciblées, particulièrement les plus démunies et fragiles. Par ailleurs, malgré les efforts entrepris, les citoyens continuent de pâtir des nombreuses limites que connaît le système national de santé actuel, notamment en termes de déséquilibre de l'offre de soins au niveau territorial, de qualité du service rendu et d'encadrement médical et paramédical. Au cours de cette audience, le souverain a pris connaissance des premières conclusions de la commission technique interministérielle mise en place à cet effet. À cette occasion, Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions à l'effet de poursuivre la réflexion sur les différents scénarios de réforme à l'étude et ce en coordination avec les départements et organismes concernés, en particulier les ministères de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances. Le souverain a réaffirmé sa haute sollicitude envers le secteur et les professionnels de la santé et la volonté royale de voir ce secteur vital gagner rapidement en efficacité et améliorer profondément son fonctionnement et la qualité des services rendus. L'objectif étant que les citoyens commencent à percevoir des améliorations concrètes dès la mise en œuvre du plan d'action en cours d'élaboration. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé hier un discours à la nation à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte. Dans son discours, le souverain a réitéré l'attachement du Maroc à défendre son intégrité territoriale avec la même clarté et le même sens de l'engagement responsable et du travail sérieux. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également souligné la disposition du Royaume du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie. Le souverain a proposé dans ce sens la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les différends conjoncturels. La traduction du discours intégral avec Mohamed Aïtchkar.
Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, l'approche qui est nôtre dans la gestion des grandes affaires du pays repose sur le travail sérieux et le sens de la responsabilité sur le plan interne et sur les principes de clarté et d'ambition qui orientent notre politique extérieure. Ces fondements ont constamment sous-tendu notre action, ils ont toujours inspiré nos prises de position et nos réactions à l'égard de tous, plus particulièrement de nos frères, nos amis, nos voisins. À cet égard, je voudrais revenir sur l'état de division et de discorde qui sévit actuellement au sein de l'espace maghrébin. Il s'inscrit en opposition flagrante et insensée avec ce qui unit nos peuples, des liens de fraternité, une identité de religion, de langue et d'histoire, un destin commun. Cet état contraste avec l'ambition de concrétiser l'idéal unitaire maghrébin qui animait la génération de la libération et de l'indépendance. Ambition qui s'est incarnée en 1958 par la conférence de Tanger dont nous célébrons le 60e anniversaire. Auparavant, l'appui apporté par le Royaume à la révolution algérienne avait contribué à renforcer les relations entre le trône marocain et la résistance algérienne. Il avait également été un élément fondateur de la conscience et de l'action politique maghrébine commune. De longues années durant, et jusqu'au rétablissement de l'indépendance, côte à côte, nous nous sommes dressés contre le colonisateur dans un combat commun. Et nous nous connaissons bien. Par ailleurs, nombreuses sont les familles marocaines et algériennes qui partagent des liens de sang et de parenté. Nous savons aussi que l'intérêt de nos peuples réside dans leur unité, leur complémentarité, leur intégration, et nul besoin qu'une tierce partie joue entre nous, les intercesseurs ou les médiateurs. Néanmoins, nous devons faire preuve de réalisme et convenir que les relations entre nos deux pays échappent à la normalité, créant de fait une situation inacceptable. Dieu m'est témoin que depuis mon accession au trône, j'ai appelé avec sincérité et bonne foi à l'ouverture des frontières entre les deux pays, à la normalisation des relations maroco-algériennes. C'est donc en toute clarté et en toute responsabilité que je déclare aujourd'hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations. À cet effet, je propose à nos frères en Algérie la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation. Le niveau de représentation au sein de cette structure, son format, sa nature, sont à convenir d'un commun accord. Le Maroc est ouvert à d'éventuelles propositions et initiatives émanant de l'Algérie pour désamorcer le blocage dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays voisins frères. En vertu de son mandat, ce mécanisme devra s'engager à examiner toutes les questions bilatérales avec franchise, objectivité, sincérité et bonne foi, sans condition ni exception. Selon un agenda ouvert, il pourra constituer le cadre pratique d'une coopération centrée sur les différentes questions bilatérales, notamment celles qui a trait à la valorisation des opportunités et des potentiels de développement que recèle la région du Maghreb. Son rôle sera aussi de contribuer au renforcement de la concertation et de la coordination bilatérale, pour permettre de relever efficacement les défis régionaux et internationaux, notamment ceux qui sont liés à la lutte antiterroriste et à la problématique migratoire. À cet égard, nous réitérons notre engagement à œuvrer main dans la main avec nos frères en Algérie, dans un total respect des institutions nationales de leur pays. Mus par l'affection et l'estime que nous portons à l'Algérie, à sa direction et à son peuple, nous ne ménagerons aucun effort au Maroc pour asseoir nos relations bilatérales sur de solides bases de confiance, de solidarité et de bon voisinage, inspiré en cela par la parole de notre aïeul, paix et salut sur lui. Jibril m'a tellement recommandé d'être bienveillant envers mes voisins que j'ai failli croire qu'il allait en faire mes propres héritiers. Cher peuple, le lancement de la marche verte dont nous célébrons aujourd'hui le 43e anniversaire a marqué un tournant décisif dans la lutte continue pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du pays. Ce parcours militant s'est caractérisé par une parfaite symbiose entre le trône et le peuple et par sa nature pacifique, ayant conduit à la récupération progressive de nos provinces du Sud. De fait, en avril dernier, nous avons commémoré le 60e anniversaire du recouvrement de Tarfaya. Dans quelques mois, nous célébrerons successivement le 50e anniversaire de la récupération de Sidi Ifni et le 40e anniversaire de la réintégration de Oued Dahab.
Ces événements historiques ont été l'occasion pour le peuple marocain entier et pour les tribus sahraouis en particulier de manifester une unanimité sans précédent dans leur attachement à la marocanité du Sahara. Aujourd'hui, nous tendons des passerelles entre le passé et le présent en s'attachant avec une égale opiniâtreté à défendre notre intégrité territoriale. Nous nous y engageons avec la même clarté d'esprit, la même ambition, mus par le même sens de l'engagement responsable et du travail sérieux, tant sur le plan onusien qu'au niveau interne. Cette clarté dont nous nous prévalons est illustrée par les principes et les référentiels immuables qui constituent le fondement de la position marocaine. Ceux que nous avons définis dans le discours que nous avons prononcé à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Ce sont ces mêmes fondamentaux qui ont constamment guidé notre action jusqu'à présent. Cette clarté dont nous nous prévalons se manifeste aussi par la fermeté et la rigueur extrême dont nous faisons preuve face à tout abus, de quelque source qu'il procède, qui pourrait porter atteinte aux droits légitimes du Maroc ou dévoyer le processus de règlement des termes de référence fixés. Quant à l'ambition qui nous anime en la matière, elle se trouve reflétée dans la collaboration sincère du Maroc avec Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, ainsi que dans le soutien apporté aux efforts de son envoyé personnel pour poser les jalons d'un processus politique sérieux et crédible. Elle se manifeste également à travers les initiatives constructives du Maroc et sa bienveillante attention aux appels internationaux lancés pour trouver une solution politique qui soit durable, qui porte le sceau du réalisme, de l'esprit de compromis et qui s'inscrive dans le cadre de l'initiative d'autonomie. Le Maroc est fermement persuadé de la nécessité que, par leurs efforts inlassables pour asseoir solidement la nouvelle dynamique, les Nations Unies tirent parti des leçons et des expériences du passé et évitent notamment les blocages et les insuffisances qui ont entaché le processus de Manas. Au niveau domestique, nous continuerons à œuvrer pour mettre fin à la politique d'octroi de rentes et de privilèges, pour refuser toute forme d'extorsion prenant prétexte de l'intégrité territoriale du royaume et pour rejeter son instrumentalisation. En outre, nous ne ménagerons aucun effort pour assurer le développement de nos provinces du Sud dans le cadre du nouveau modèle de développement, car nous voulons que le Sahara marocain renoue avec sa vocation séculaire, être le trait d'union précurseur entre le Maroc et sa profondeur africaine, géographique et historique. En parallèle, la mise en œuvre opérationnelle de la régionalisation avancée contribue à faire émerger une véritable élite politique qui assure une représentation démocratique effective des habitants du Sahara et qui, dans un climat de liberté et de stabilité, les met en capacité d'exercer leur droit à une gestion autonome de leurs affaires locales et à un développement intégré de leur région. Chers peuples, dans la même optique, notre décision a été d'inscrire le retour de notre pays à l'Union africaine dans une logique de clarté et d'ambition. De fait, la décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle n'avait pas uniquement pour dessein de plaider la cause du Sahara marocain, étant donné que la plupart des États africains partagent d'ores et déjà la position du Maroc à ce propos. Outre la volonté de marquer notre fierté d'appartenir à l'Afrique, cette démarche a été motivée par notre adhésion à la dynamique de développement à l'œuvre dans le continent, par notre souci de relever les multiples défis auxquels ce dernier est confronté, sans renoncer pour autant à nos droits légitimes et à nos intérêts supérieurs. À cet égard, nous nous félicitons des résolutions du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu à Nouakchott, car elles sont en accord avec les positions et les principes internationaux pertinents. Cette position constructive, empreinte de sagesse et de hauteur de vue, en finit avec les trop nombreuses manœuvres qui, au sein de l'Union africaine, faisaient perdre à l'Afrique et à ses peuples un temps précieux, celui-là même qui aurait dû être employé à bon escient pour promouvoir le développement des pays africains et favoriser leur intégration. Dans le même état d'esprit, le Maroc s'emploiera à développer des partenariats économiques efficients, générateurs de richesses, avec différents pays et divers groupements économiques, y compris l'Union européenne. Néanmoins, nous n'en accepterons aucun qui pourrait porter atteinte à notre intégrité territoriale. Il nous importe avant tout que ces partenariats soient expressément bénéfiques et au premier chef à la population du Sahara marocain, en ayant un impact positif sur leurs conditions de vie
et en leur permettant de jouir à l'intérieur de leur patrie d'un climat de liberté et de dignité. Chers peuples, la commémoration de l'anniversaire de la Marche verte dépasse au regard de sa portée symbolique et de sa dimension patriotique imprescriptible la seule célébration d'un événement historique. En effet, l'épopée de la Marche verte illustre de manière éloquente l'attachement indéfectible du peuple marocain à son droit légitime de parachever l'intégrité territoriale du royaume ainsi que son ferme engagement à consentir les sacrifices nécessaires pour en assurer la défense. Cette constante et inébranlable orientation prend source dans le consensus national et la mobilisation générale qui s'articule autour de la volonté d'assurer le développement intégré du pays, de préserver son unité, sa sécurité, sa stabilité. C'est le meilleur gage de fidélité à la mémoire immaculée de l'artisan de la Marche verte, notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, et à tous les valeureux martyrs de la nation. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Cheikh Al-Hajj Mam Bou Mohamed Konta, calife général de la confrérie Qadiriya Kontiya de Ndiassane, décédé dimanche à l'âge de 93 ans. Dans son message, le souverain dit avoir appris avec une profonde émotion le décès de Cheikh Al-Hajj Mam Bou Mohamed Konta, implorant Dieu d'agréer le défunt parmi ses vertueux fidèles et qu'il a gratifié de sa bienveillante miséricorde. À Marrakech, ce colloque international organisé par la Fondation Mohamed VI des Oulama africains, colloque qui traite du phénomène salafiste et de ses répercussions. L'organisation de ce colloque sur 2 jours, aujourd'hui et demain, intervient dans le cadre des projets définis par les différentes commissions relevant de la Fondation et visant la diffusion des principes de l'islam modéré pour contrer l'extrémisme, et cela dans le cadre de la poursuite des efforts pour la diffusion des vrais principes de l'islam et la protection des sociétés africaines contre l'extrémisme. Il est également question d'œuvrer à purifier le patrimoine spirituel de l'Afrique en le débarrassant des falsifications et des fausses interprétations. Meddays s'ouvre ce soir pour se poursuivre sur 4 jours à Tanger avec la participation de quelques 3000 personnalités de 80 pays, dont des chefs d'État et de gouvernement. Le forum Meddays a été précédé ce matin par l'organisation d'une rencontre sur la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Le président du Parlement de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est au micro de Abdelmjid Hallaoui. Aujourd'hui, en tant que représentants des populations, nous ne pouvons que saluer cette initiative de Sa Majesté qui entre en droite ligne avec la vision 2020, parce que la vision 2020, c'est d'aller d'une CEDEAO des États où les exécutifs prenaient des décisions au nom des populations à une CEDEAO des peuples. Donc le brassage des populations entre le Maroc et la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest est une réalité.
La vague de froid qui sévit dans les zones montagneuses continue de susciter un fort élan national de solidarité. Dans la province d'Ifrane, le dispositif anti-froid s'installe avec une batterie de mesures. Il prend ses quartiers également dans les établissements scolaires. 27 écoles primaires de la province sont désormais équipées en chauffage central, un dispositif qui permet à nos petits écoliers de suivre les cours dans les meilleures conditions. C'est un reportage réalisé à l'école Moulay Hassan Ier par Ahmed Fadeli sur un récit de Boubkar Ben Ghabret. Azro, au cœur des hauteurs de l'Atlas. À 1250 mètres d'altitude, le thermomètre affiche des températures négatives. Il est 5 heures du matin. Comme chaque jour en pareille heure, Hussein, chauffagiste de son état, veille à la bonne marche de la chaudière de l'école Moulay Hassan Ier. Avant le début des cours, les classes doivent baigner dans une température agréable. Je me réveille avant l'aube. Je mets en marche la chaudière, je l'alimente en charbon. Je la règle sur une température comprise entre 30 et 32 degrés pour que les élèves se sentent bien. Regroupés dans la cour de récréation, les élèves attendent impatiemment de rejoindre leur banc de classe. Après avoir franchi le seuil de la porte, on se bouscule devant le chauffage central. On réchauffe ses petites mains avant d'entamer la première leçon de la journée. C'est agréable, on est au chaud grâce à ce chauffage central. Sur le chemin de l'école, nous avons très froid. À l'intérieur de la classe, c'est plus agréable. Cela nous permet de mieux nous concentrer. La région d'Azro est réputée pour son rude climat. Il faut absolument chauffer les classes pour que les élèves puissent travailler dans le confort. La direction provinciale de l'enseignement d'Ifrane a équipé les différents établissements de la région en fourneaux à bois de chauffage, mais également en chauffage central. 27 établissements scolaires de la région ont déjà bénéficié de ce dispositif. La direction régionale de l'enseignement a fourni près de 227 tonnes de bois de chauffage aux 52 établissements scolaires de la région. Un grand effort a été fourni. Le nombre d'établissements scolaires dotés de chaudières de chauffage central est passé de 13 à 27. Ce dispositif préventif concerne l'ensemble des provinces du royaume. Un plan porteur d'une panoplie de mesures proactives, conformément aux hautes instructions royales, afin de soutenir les populations des zones montagneuses en proie à la vague de froid. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. Au Yémen, pas de répit pour les affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles Houthis dans la ville d'Al-Hodeïda. Selon l'ONU, des milliers de civils yéménites ont dû fuir leur foyer depuis que ces combats ont gagné en intensité dans cette ville située à 230 km à l'ouest de la capitale Sanaa. Les électeurs malgaches votent ce mercredi pour le premier tour de la présidentielle dans un pays secoué par plusieurs crises politiques. À la mi-journée, le taux de participation était de 40% dans la capitale. Aucun incident n'a été signalé. Les premiers résultats provisoires et très partiels sont attendus d'ici vendredi matin, mais la proclamation des résultats officiels est prévue pour le 28 de ce mois-ci. Pour éviter tout dérapage, le président de la Haute Cour constitutionnelle exhorte les candidats à ne pas s'exprimer sur les résultats avant la commission électorale nationale indépendante. Les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis, selon les résultats partiels, les républicains ont perdu la Chambre des représentants, mais gagné du terrain au Sénat. Un tableau nuancé dont Donald Trump s'est saisi pour revendiquer un succès personnel. Les élections de mi-mandat sont traditionnellement délicates pour le président en place, mais la perte de la Chambre des représentants, en dépit de bons indicateurs économiques, reste un revers pour Donald Trump, estiment les observateurs. Ces élections étaient pour rappel placées sous le signe de la lutte contre l'immigration illégale.
Et pendant ce temps, justement, des milliers de migrants d'Amérique centrale interdits de gagner le sol américain demandent désormais l'asile au Mexique, majoritairement originaires du Guatemala et du Salvador. Ils ont fui la pauvreté qui sévit dans leurs pays respectifs, dans l'espoir de franchir la frontière et de rejoindre les États-Unis via la ville mexicaine de Tijuana, ville frontalière avec San Diego. C'est l'une des frontières les plus surveillées au monde. Et toujours en liaison avec l'immigration illégale, mais en Italie cette fois-ci, le Sénat a voté aujourd'hui la confiance sur une loi très controversée concernant justement ce fléau. Une loi voulue par Matteo Salvini, chef de la Ligue de l'extrême droite. Le gouvernement populiste a remporté ce vote avec 163 oui, 59 non et 19 abstentions plutôt. Le texte vise particulièrement à rendre exceptionnels les permis de séjour humanitaires. Il prévoit également une procédure d'urgence afin de pouvoir expulser tout demandeur d'asile se montrant dangereux. La Royal Air Maroc lancera à partir d'avril prochain 3 nouvelles liaisons au départ de Casablanca vers 3 capitales, en l'occurrence Amman, Abuja et Vienne. La RAM mise sur le lancement de ces nouvelles liaisons pour cibler de nouveaux clients arabes, européens et africains et renforcer ainsi la place de la compagnie comme transporteur incontournable, particulièrement sur le plan africain. Parallèlement à cela, la RAM va procéder entre décembre et février prochain à l'acquisition de 9 avions et 787 et 737 pour renforcer sa flotte et accompagner la dynamique croissante des activités de la compagnie sur tous les plans. Septième à Agadir avec le Festival international Les Cinémas et Migration. Cette 15e édition se poursuit jusqu'au 10 de ce mois-ci. À l'honneur, le cinéma béninois. 9 films et 15 courts-métrages sont en lice. La plupart sont en première projection nationale et continentale. Ils abordent les enjeux et les problématiques de l'immigration. Mohamed Touanina, Hijab Tamek et Mounia Marouche. Les cinéastes d'ici et d'ailleurs nous livrent leur regard sur la migration à travers leurs expériences cinématographiques. Des films dans les pas des déracinés du monde s'invitent à Agadir. Le public découvre une projection foisonnante, notamment du cinéma béninois, invité d'honneur de cette édition. Nous sommes très heureux avec la délégation béninoise qui nous accompagne de venir au festival d'Agadir. Et le Maroc est un grand pays de cinéma et nous avons la possibilité d'échanger et de travailler parce que c'est pas la première fois que je viens et on a envie d'échanger parce que on voit que le Maroc fait beaucoup d'efforts au niveau du financement et de l'accompagnement dans le cinéma. 9 longs métrages en lice croisent leurs regards respectifs sur ce phénomène planétaire. Chaque réalisateur selon sa sensibilité artistique et son approche sociale. Le jury de cette édition aura la délicate mission de départager ses productions en compétition officielle. Le réalisateur camerounais Bassek Bakobio sera aux manettes du jury. Il officie avec de grands noms du 7e art, notamment la réalisatrice tunisienne Farah Khadar, la marocaine Farida Bourkia et d'autres figures du cinéma. L'un des moments forts de cette festivité, l'hommage posthume rendu à l'une des figures emblématiques du 7e art africain, le burkinabé Idrissa Ouedraogo, décédé en février dernier à l'âge de 64 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Mariam Laoufé pour Araïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Ina.